C'est une radio libre. Oui, je sais. Alors, c'est une radio libre. Je suis au parfum. Radio Pirate. On peut changer la fréquence en une demi-heure, c'est-à-dire que si on voit à 6h30 que crack ils sont sur 92 mégas, bon en une demi-heure, parce qu'on pente, tournevis et tout, et puis on change de fréquence. On a 9 tubes. Comme chaque jour, nous allons présenter des disques demandés par les auditeurs. Radio. En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran. Radio Pirate. Alors les 4 conditions sont les suivantes. Premièrement, il doit s'agir de radios associatives, disposant et présentant des programmes originaux. Deuxième condition, elles ne doivent pas constituer de réseau et respecter les lois sur la presse. Troisième condition, la portée théorique maximum ne doit pas dépasser un rayon de 5 km autour du point d'émission. Et enfin, la 4e condition, qui est d'ailleurs la plus importante, eh bien, c'est l'impossibilité de financer ces radios-là à l'aide de la publicité. Radio. Radio Pirate. Tout le monde s'éclate. Wow, music. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette émission et sur ce plateau spécial Fête de la radio. C'est Tiffaine avec vous, on est en direct de la Cité Numérique au Havre. On y est jusqu'à 18h30 et ce tous les jours jusqu'à vendredi. On fête les 100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes et le déploiement du DAB+ en France. À savoir que nous faisons aussi gagner 5 postes DAB+ ici sur place à la Cité Numérique à la fin de l'émission. Alors venez nous voir, venez participer à cet événement, c'est entièrement gratuit. En même temps que nous, la Société Havraise de Télégraphie Sans Fil vous propose aussi une exposition à travers le temps. Eux aussi fêtent leurs 100 ans cette année. On les recevait d'ailleurs lundi dernier pour en parler. Venez les rencontrer. Sur le plateau, aujourd'hui, Mathieu recevra Alain Pimoul, Dominique Brûlé et Manu Renaud pour Comédia, une radio qui a animé le Havre dans les années 80. Lucie recevra l'artiste Blue Peony qu'on entendra aussi sur scène et qu'on verra également. Mais pour commencer cette émission, on laisse la parole à ceux et celles qui nous reçoivent pour l'événement, la Cité Numérique, la French Tech Havraise, qui nous propose le LH Talks. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie de Basler, adjointe au maire en charge du numérique, de l'innovation et de la ville connectée, pour parler du Havre et du futur de la ville. Bonjour. Bonjour Tiffaine. Vous allez bien ? Très bien, merci. Alors depuis 2017, le Havre a pris un virage dans l'ambition et la transition numérique. On parle de Smart City. Qu'est-ce que c'est ? C'est une question très large et très difficile d'y répondre en quelques secondes, mais ce qu'on souhaite porter comme projet sur le territoire du Havre, c'est d'abord d'accompagner la digitalisation du territoire. Et une Smart City, c'est une ville qui se veut intelligente, c'est-à-dire qui va utiliser les nouvelles technologies au service de ses usagers, de ses résidents, et pour apporter de nouveaux services innovants justement à sa population. Alors, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que le Havre a rejoint donc 26 autres villes en France dans ce projet Smart City, mais un petit peu tard. Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage, ça ? M'être posé la question assez souvent, parce que c'est toujours compliqué de savoir si on arrive au bon moment. Je pense que sur ces thématiques-là, comme c'est le cas dans beaucoup de technologies, partir trop tôt, ça peut être un handicap, effectivement, parce que les technologies ne sont pas toujours matures et surtout, on ne sait pas toujours ce qu'on va en faire, quels seront les usages. Donc, je pense que d'avoir pris le temps de réfléchir au projet, de laisser mûrir, effectivement, les technologies, ça nous a permis d'avoir des idées sur les usages et ce qu'on allait en faire et ce qu'on en attendait, surtout. On gagne de l'expérience des autres, du coup. Oui, et d'autant que ces projets-là ne sont jamais duplicables complètement. Ce sont toujours des projets qui correspondent à une réalité sur un territoire, parce que les besoins sont forcément très différents, les réalités sont différentes sur chaque territoire. Donc, il faut bien réfléchir à justement ce qu'on en attend. Et l'intérêt, c'est de penser usager, de penser usage avant de penser technologie. Ben justement, le Havre est une ville portuaire. Et hier, nous recevions Caroline Morand pour parler des innovations du port, des usagers du port. Aujourd'hui, donc, comme vous l'avez dit, on va se tourner plutôt vers les usagers de la ville, concrètement. On va se tourner dans les zones urbaines. On a déjà vu des choses se mettre en place sur la ville. J'ai cru entendre aussi qu'aujourd'hui, le projet de la ville intelligente, c'était aussi une question d'utilisation de données, de leur traitement.
Alors, il est très très commun aujourd'hui de dire que la donnée a une place centrale dans beaucoup de projets, qu'ils soient industriels, mais également justement pour créer de nouveaux services, du développement économique aussi, bien entendu. Ce sont des gisements de valeur très importants puisqu'on peut imaginer plein de nouveaux business et d'emplois autour de la data. C'est également une façon de mieux connaître sa ville, de la façon dont justement ses usagers, ses touristes s'approprient la ville, puisqu'à partir de leur façon de consommer, de se déplacer dans la ville, on peut recueillir énormément de données qui sont précieuses pour mieux connaître leurs besoins, leur façon de consommer aussi les services de la ville, et également d'adapter nos offres, c'est-à-dire de développer des services qui seront bien mieux adaptés avec la connaissance de la data qu'on aura collectée. Et du coup, c'est quoi l'ambition derrière ces choses? Est-ce qu'on a une création d'une plateforme qui va pouvoir lier tout ça? Alors, en termes de plateforme, sans parler d'une plateforme de données qui, de toute façon, verra le jour, puisque je vais dire, c'est vraiment dans le sens de l'histoire. Donc, on parle d'open data. Donc, la data, il faut la collecter, il faut la stocker et la mettre à disposition pour une partie d'entre elles, notamment pour créer de nouveaux services. Je parlais de nouveaux business, tout simplement. Donc, ça peut être le cas pour des porteurs de projets qui, ayant accès à cette donnée, vont imaginer de développer des nouveaux services. Ce sont des porteurs de projets qui peuvent d'ailleurs être accompagnés ici, puisque c'est le lieu vraiment rêvé pour pouvoir porter son projet innovant, être accompagné par l'équipe de la French Tech Avraise. Mais quand on parle de plateforme, moi j'imagine aussi une plateforme d'accès aux services, c'est-à-dire que là, on va plutôt parler d'un portail unique d'accès aux différents services de la ville, que l'on soit justement un résident qui a besoin de faire des démarches administratives, et là, on parle de la dématérialisation des services, mais également qu'on soit touriste ou que l'on souhaite connaître les événements qui se passent sur le territoire, mais également citoyen qui souhaitent participer. Donc, c'est quelque chose qui est très important aussi, qui est au cœur du projet, la participation citoyenne. Et ce que j'aimerais développer, c'est justement un portail unique pour que ce ne soit pas à l'usager de se poser la question où aller soit chercher l'information, sur quel site, sur quelle interface, mais plutôt globaliser cette offre-là, que ce soit une offre vitrine et qu'ensuite l'usager soit guidé dans son parcours. Ça serait donc comme avoir la ville entière, mais entièrement dématérialisée. La ville en poche dématérialisée, sans oublier, parce que là je parle d'une application mobile, mais l'interface, elle peut bien sûr être déclinée sur des ordinateurs, sur des outils fixes, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une partie de la population qui n'a pas forcément accès complètement à ces nouveaux usages, à ces nouveaux outils dématérialisés justement. Et l'inclusion numérique, c'est aussi un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'on ne peut pas démultiplier les outils dématérialisés sans se préoccuper de savoir si tout le monde y a accès, en tous les cas une grande majorité de la population. Et l'inclusion, c'est ce qu'on traite aussi aujourd'hui ici à la Cité Numérique, l'inclusion numérique. Alors, on peut citer un exemple qui est le programme Wi-Fi, qui est accueilli ici à la Cité Numérique, qui est un programme d'inclusion numérique destiné donc aux filles. Alors c'est Wi-Fi si je prononce bien, des jeunes filles de 3e et 4e. C'est un programme qui est porté par la fondation Agir contre l'exclusion. C'est un sujet qui est primordial. On ne peut pas décorréler en fait ces deux sujets. Et elles sont en plus dans la salle, donc on leur fait un coucou. On les salue, bien sûr. Alors sur le Havre, justement, là on parle d'inclusion, mais est-ce que les Havrais et les Havraises, ils sont interrogés, sont impliqués aussi dans la construction des besoins? Là on parlait par exemple d'une plateforme d'accessibilité aux services. Est-ce qu'on va leur demander ce qu'ils veulent aussi? Alors je le disais, sur cette plateforme, moi j'imagine un volet participation citoyenne, donc ça peut se faire au travers effectivement d'une application dans laquelle on va porter des projets et demander aux citoyens de donner leur avis, mais ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que plutôt que de les consulter une fois que vous avez le projet, c'est aussi faire émerger des projets à partir de communautés citoyennes qui peuvent être animées. C'est le cas, même chose ici, c'est vraiment une démarche qui est portée par la French Tech au Havre au sein de la Cité Numérique, et je peux donner un exemple très concret, puisque le 25 juin, il y aura un atelier donc animé par la French Tech, un atelier participatif
pour justement de recueillir en fait des besoins à partir des usagers, de faire émerger ces besoins, de les faire remonter pour les porter aussi auprès d'élus comme moi par exemple, qui pourraient s'inspirer de ces besoins qui émergeraient. Alors ça peut être sur plein de thématiques, ça peut être mieux vivre dans sa ville, développer des services à la plage. On a la chance d'avoir un front de mer magnifique en plein centre-ville. Il y a forcément plein de choses à imaginer et rien de mieux que les citoyens, les usagers de la plage pour nous dire quels services on pourrait imaginer. On parle de transition numérique, de transition aussi écologique et environnementale. Est-ce que ça peut aller ensemble ? Alors, j'irais plus loin. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui doit être parfaitement intégré. C'est-à-dire que la transition digitale doit accompagner et favoriser la transition écologique, énergétique. On parlait de la data tout à l'heure. La data, c'est aussi mettre des capteurs environnementaux dans la ville pour mieux connaître justement l'état de la pollution et agir, bien sûr, de façon positive. C'est aussi détecter des fuites d'eau, par exemple. C'est tout simple, mais mettre des capteurs et avoir l'information en temps réel d'une consommation anormale, ça peut être donc permettre d'agir justement sur ce type de gaspillage des fluides, que ce soit énergétique ou de l'eau. Ça peut être mieux arroser les gazons municipaux quand ils en ont besoin et pas de façon automatique. Ça peut être collecter les déchets quand il y en a besoin, même chose, et pas de façon systématique avec des tournées qui sont préétablies sans connaissance réelle de l'état de remplissage des poubelles. Voilà, il y a tout un tas de services d'optimisation de gestion de la ville qu'on peut justement travailler à partir de la donnée. Avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre et qu'on vit encore aujourd'hui, même si on commence peut-être aussi à s'en sortir doucement, le numérique et les technologies, elles ont eu leur utilité plus que jamais. Est-ce que ça a boosté aussi l'ambition ou est-ce que ça l'a influencé sur Le Havre ? Je dirais que ça nous permet de plus avoir à démontrer l'utilité. Donc ça, c'est important parce que les convictions, on les avait bien sûr avant. C'était un formidable accélérateur et justement, il n'y a plus à le démontrer le pourquoi, mais maintenant, c'est comment et quand et comment est-ce qu'on y va, quoi. Justement, en parlant de quand on parle de ville intelligente, quand on parle de smart city, de ville de demain, est-ce qu'on se rapproche de demain, là ? On en est où à peu près sur l'agenda ? On est proche de demain ? La ville intelligente, pour moi, c'est pas demain. C'est un long chemin. C'est quelque chose qui se construit tous les jours. Il y a l'ambition, bien sûr, que l'on porte, mais ce sont des actions qui doivent être mises à l'agenda dès maintenant. Eh bien, merci. On invite les gens à regarder aussi le programme pour participer aux ateliers qui sont proposés par la Cité numérique. Et merci d'avoir participé à ce plateau. Merci à vous. On va recevoir d'ici quelques instants Blue Peony en plateau pour une petite partie de live. Je vous rappelle que vous pouvez venir à l'événement. On est à la Cité numérique quai Frissard. C'est gratuit. Il y aura une partie sur Comédia d'ici quelques minutes, juste après Blue Peony. Est-ce que vous êtes prête ? Eh bien, c'est parti. Je vous laisse la place.
It's like volcanic eruption. Can you feel it? Can you feel it? I feel that in the ground. You're a flower in this world. Can you smell it? Can you smell it? The joy of emotions you let go on your chains. Can you adjust it? Can you test it? The wind, the fire, the other water. They're trying to say, to explain something you won't understand. Pay attention. There's noise around you. The universe speaks. It's talking about you. Oh yeah, comédien, c'est super. Vous pouvez préparer, si vous le voulez chez vous, des pistolets, si vous voulez vous tuer immédiatement pour ne pas suivre ce moment assez historique, il faut le dire, à garder dans les bobines. Mais où s'arrêteront-ils pour satisfaire le bonheur des auditeurs? Bonsoir à tous. Hein? On est reparti? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour notre chère radio? Radio Mélodie Bonheur cessera ses émissions ce soir à minuit. Concert au Centre culturel de Sainte-Adresse avec le violoniste Jean-Yves Métayer et la pianiste Maria Rantanen-Marouani le 5 juillet à 21h. Tout le monde s'éclate. Radio Pirate. Et oui, on avait l'air de bien s'éclater dans les années 80 sur les radios libres de la bande FM havraise. En tout cas, voilà, si un petit florilège de jingles et de morceaux d'antenne qu'on a retrouvés comme ça, que des donateurs nous ont ramenés, qu'on a numérisés sur des cassettes. J'aime beaucoup la pub pour le concert de Sainte-Adresse avec cette utilisation de la reverb, enfin même du delay un petit peu exagéré, mais bah voilà, c'est très années 80. On continue notre exploration des radios libres des années 80 qui ont sévi sur le Havre et dans son agglomération. D'ailleurs, on n'a pas eu vocation à être exhaustif sur cette fête de la radio. On a voulu rendre hommage à certaines radios. Le choix s'est fait surtout au niveau de la réaction des auditeurs et des contributeurs quand on a commencé à solliciter un petit peu les gens dès février pour leur dire bah alors, c'était quoi pour vous les radios emblématiques qui ont sévi sur le Havre dans les années 80? Il y a eu quelques noms qu'on ressorti. Il y a des noms qu'on connaissait et dont on a réussi à obtenir aucune archive ni aucun ancien animateur, donc bah tant pis, ce sera peut-être pour une autre fête de la radio dans 100 ans, qui sait. Ce soir, nous allons consacrer cette deuxième partie d'émission à une radio qui a sévi, pas au Havre exactement, un petit peu plus à la campagne. On a eu tendance, dans cette émission, il y a des gens qui nous ont dit « Ah oui, c'était la radio de la campagne ». J'ai nommé le média Comédia. Alors on a autour de la table plusieurs intervenants, d'autres qui sont dans le public. Bon, on va commencer par les présentations. Tout d'abord, je commence par le plus proche de moi, Emmanuel Renaud, qui est parmi nous, qui était de l'Aventure Comédia et d'ailleurs qui n'a pas fait que l'Aventure Comédia. Bonjour Emmanuel. Bonsoir Mathieu. On a aussi une voix bien connue sur Westrack puisqu'il nous a rejoint quasiment depuis les débuts de Westrack et c'est un peu comme ça aussi que s'est fait la liaison avec Comédia. Mon cher Alain, bonjour Alain. Bonsoir Mathieu. Alors Alain, vous reconnaissez sa voix puisqu'il anime une émission qui s'appelle Je vous demande de vous arrêter. Autrement dit, JVDDA. Ouais, voilà. Et je tiens à te dire vraiment merci, enfin merci à toute l'équipe de Je vous demande de vous arrêter pour la dernière émission que vous avez réalisée avec les Charlots en invité. Et moi, je suis un grand fan des Charlots et entendre Jean Sarrus dire vous êtes bien sur Westrack Radio, bah moi c'était un grand honneur.
Voilà. Il faut remercier Laurent. Laurent qui est un de mes petits camarades de radio, qui s'occupe justement d'approcher les personnalités et qui nous a fait des gros coups quand même depuis le début. Ouais, en tout cas, vous avez l'air de bien vous amuser et comme quoi la fibre radio t'a jamais vraiment quitté. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Et nous avons également autour de la table un des fondateurs de Comédia, monsieur Dominique Brûlé. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a aussi d'autres animateurs, d'autres collaborateurs qui sont présents dans la salle. Peut-être on leur demandera d'intervenir à un moment. Avant de rentrer dans le vif du sujet de Comédia, que vous nous racontez un peu toutes ces histoires, les anecdotes, le vécu, tout ça, on va jeter une oreille à... C'était quoi Comédia ? Comédia cessera quelques heures ses émissions samedi prochain, 25 août. Ceci afin d'augmenter notre puissance et de vous permettre un meilleur confort d'écoute. Comédia en stéréo, Comédia c'est ma radio. Si la FM c'est pas beau, prends Comédia en stéréo. Comédia en stéréo, Comédia c'est ma radio. Les animateurs les plus gros sur Comédia en stéréo. Comme vous le savez, Comédia a reçu l'autorisation définitive d'émettre. La Haute Autorité Télédiffusion de France nous alloue une nouvelle fréquence. À partir du 22 juillet au matin, vous nous retrouvez sur 89.6 FM. Bonjour, c'est Jeanne Masse et j'écoute Point de Mire et Azimut sur Comédia FM. Voilà, c'est Cocteau avec Step by Step. Et maintenant, je vous laisse en compagnie du serment-couple Sophie et Alain. Alors Alain, toi qui es à côté de moi, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces petites heures? Bon, eh bien, d'abord, de toute façon, Sophie est à la cuisine en ce moment, et puis moi j'ai amené mon tricot, alors je pense qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ah oui, on va faire que ça pendant cette nuit là, on va faire du tricot, on va faire de la lecture, et puis accessoirement, eh bien, on va passer de la musique. Bonjour, Gérard au micro. Je serai avec Patrice pour vous en direct de Deauville du 1er au 9 septembre à l'occasion du Festival du cinéma américain. Première fois que cette émission de Jazz sur Comédia, la 100e de Jazz sur Comédia, se déroule en direct. Et ceci grâce à beaucoup de gens qui nous ont aidés à réaliser cette émission, notamment la MJC qui a bien voulu nous prêter son concours, ainsi que l'ont fait toutes les formations que vous allez pouvoir apprécier au cours de cette soirée. Et voilà un petit florilège de à quoi ressemblait Comédia en à peine 2 minutes. Mais alors Comédia, ça a commencé quand cette histoire, Dominique ? En 80. 80, direct. 80, oui. Alors j'ai cru comprendre qu'avant Comédia, il y avait quand même eu un petit peu de tentatives pirates. Oui, expérimentales. Expérimentales. Ouais, tout à fait. En petites ondes. Hein. D'accord. Mais dans les années 68, 69. Hein, ah oui, donc déjà très mordu de radiodiffusion. Ah bah oui. Déjà à l'époque. Moi, je suis un spécialiste, un passionné de radiocommunication. Hein. Tout à fait. Voilà. Et alors, Comédia, ça s'est monté comment ? Ça s'est monté autour de quel noyau ? C'était une bande de potes ? C'était une bande de potes, oui, c'est ça, oui. Certains, comme Michel et moi, on était issus de l'animation. Hein, on faisait beaucoup d'animation entre 70 et 80. Donc quand on parle d'animation, c'est animation de soirée ou animation de... Animation de soirée, hein, des grosses soirées, des choses comme ça. Et puis, on a bien senti que les radios locales allaient bientôt avoir le droit d'émettre, donc on s'est dit pourquoi pas nous. Donc vous, en fait, même par rapport aux autres radios libres qu'on a reçues, vous étiez sur les starting blocks. Dès que François Mitterrand a été élu et a dit je tiens ma promesse, je vais libérer les ondes, vous aviez déjà tout le matos, c'était parti quoi. Complètement. On a acheté l'émetteur en dernier recours sur nos fonds propres. D'accord. Et puis voilà, c'était parti.
Et alors, Comédia, en fait, là, je sais pas si on peut dire que c'était une particularité, mais votre studio, et d'ailleurs peut-être votre émetteur, je sais pas où il était, mais vous étiez à la campagne, quoi. Oui, pour débuter à Saint-Laurent-de-Brévedan, dans les dépendances du château de Saint-Laurent-de-Brévedan, c'était très spartiate, hein. Et puis, vite fait, on a vu que il fallait de la place et il fallait une situation un petit peu plus avantageuse, surtout au point de vue des antennes. Et on a décidé de louer un bâtiment agricole à Saint-Martin-du-Manoir. Et oui, parce que je le rappelle, effectivement, pour les ondes, et c'est toujours le cas, vaut mieux être en hauteur si on veut diffuser que dans un creux, sinon on capte beaucoup moins bien. Alors, on a installé un pylône de 25 mètres à Saint-Martin-du-Manoir. Et après, nous avons installé un autre émetteur sur le château d'eau de Guenneville. D'accord. Donc, en fait, vous étiez quand même finalement tourné vers Le Havre. Ah, complètement. Enfin, Le Havre et sa région. Hein. Ouais. Mais il y avait quand même ce truc, je crois, sur Comédia, quand on a préparé cette émission, on en a parlé, c'est cette proximité avec le territoire et le fait de faire en sorte que les gens du territoire puissent s'exprimer aussi sur Comédia, en tout cas être là, présent, couvrir des événements, enfin être vraiment une radio de terrain, quoi. Tout à fait, c'était notre but, hein. Dès qu'il y avait une grosse manifestation, eh bien on mettait notre studio mobile au sein de la manifestation, de façon à pouvoir faire parler les gens de terrain, hein, que ça soit dans les marchés, sur les expositions. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Alain? Tu vas pouvoir m'aiguiller. On a fait les foires. Alors on a fait la foire en particulier chez Fitou. Moi je m'en rappelle. C'était un truc énorme. La foire Fitou le vin. Oui, le vin, c'est ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y avait un importateur dont le nom était Fitou, qui était à Guenneville, et il faisait à chaque fois une très grosse foire où étaient rassemblés tout un tas de commerçants. Et il nous avait demandé donc de nous occuper de l'animation, ce qui drainait beaucoup de monde. Voilà. On a même créé une radio déportée. Oui, aussi, voilà. Radio Saint-Laurent. Ouais. On va en parler de ça, de cette influence que vous avez pu avoir sur d'autres radios. Emmanuel, vous avez rejoint quand, vous, l'aventure Comédia? J'ai rejoint en tant qu'auditeur en participant à un jeu. D'accord. Et vous aviez gagné? Et j'avais gagné un 45 tours que je n'ai toujours pas eu, Dominique. C'est pas vrai. Alors, c'était quoi? C'était quel artiste? J'avoue, je ne me rappelle plus du tout. D'accord. L'animatrice me propose, tiens, ça a l'air de te plaire, tout ça, et ça te dirait pas de faire de la radio? D'accord. Et voilà, en mai 83, j'empile dans cette aventure radiophonique. Et alors, du coup, c'était sur quel type de programme que vous un programme assez large, hein, plus la funky qui marchait bien à l'époque, dans les années 80, tous les titres, les tubes de cette époque, hein, avec un peu de rock, hard rock, AC/DC et autres. Hein. Et en fait, avant cette proposition de cette animatrice, ça vous avait titillé ou vous étiez juste auditeur? Pas du tout. Pas du tout, même si je bricolais un petit peu à la maison en faisant un petit émetteur comme ça. D'accord. Mais voilà. Faire de l'animation, c'était pas forcément... C'était pas mon truc. J'avoue, je suis toujours, mais j'étais un grand ennemi. Et c'était une aventure dans tous les sens du terme. Mais en fait, la radio, vous avez jamais lâché cette aventure, puisque... J'ai lâché. Bon, c'est vrai que j'ai fait partie de Comédia. En fin 85, j'ai quitté pour diverses raisons professionnelles, familiales. Mais je suis resté quand même dans le milieu. D'accord. Dans le milieu, et début 2014, un copain qui était à l'époque vice-président sur Radio Albatros me dit viens visiter, je sais ça te dimanche. On regarde, un ancien d'ailleurs de Comédia, Laurent qui faisait les deux clubs, je lui fais coucou au passage, et ça t'intéresse tout ça? Oui, mais bon, je peux pas faire tout ça, ce que je souhaiterais faire sur Albatros, mais je suis parti sur une autre radio associative aussi, l'une des plus anciennes, qu'on va parler en fin de semaine. Vendredi, qui s'appelle RVL, Radio Vallée de la Lézarde. Donc on peut vous retrouver dans l'émission Synthéticozène, tout à fait. La petite référence au co pour le P de co. Bien sûr. J'ai gardé un petit peu ça. Et j'ai même repiqué le générique d'antenne de Comédia pour faire mon générique de l'émission. Dominique est d'accord avec ça? Il va payer des droits. Ça va être ça. Bon, et Alain. Alors Alain, on se connaît un petit peu plus. C'est quoi le jour où tu as poussé la porte de Comédia?
Bon, alors, d'abord, je tiens à préciser que Manu, il a été mon réalisateur aussi. D'accord. Le samedi matin. Une émission qui s'appelait Week-end. Et Manu, à ce que j'ai cru comprendre, des fois, quand il faisait la réal le samedi matin, il avait fait la nuit du vendredi au samedi. Oui, juste c'est avant. ça, oui, c'est ça. Oui, et des fois, on me retrouvait un petit peu endormi. Donc j'avais le droit au café, au petit croissant. C'est ça. Alors, moi, je suis arrivé à la radio pour faire de la technique au départ. Et parce que alors, la radio, moi, par contre, c'est un truc qui me tenait depuis longtemps. Et déjà, tout gamin, la radio, ça me plaisait bien et tout ça. Puis après, bon, j'ai écouté les émissions UTIC sur Europe 1, par exemple Basket avec Jean-Loup Lafont, etc. Ça me plaisait bien. À une époque, on avait fait avec un pote une cassette d'une émission de radio virtuelle déjà à l'époque. On s'était débrouillé avec un micro et puis un magnétophone, voilà. Et donc un jour, alors je ne sais plus qui me dit je fais partie d'une radio, viens, tu devrais voir, etc. Donc et puis de fil en aiguille, on me propose effectivement de faire la technique. Donc je me rappelle, c'était un mercredi soir, je crois. Je me pointe à 17h pour faire de la technique pour un animateur qui ne s'est jamais présenté. Et Dominique, qui à ma droite, qui était là, à ce moment-là, il voit que l'animateur n'arrive pas, il était là. Il prend un pied de micro, il prend un micro, il me le fout devant le nez et il me dit maintenant tu te démerdes. C'est une bonne je m'en formation. souviens. Alors c'est une excellente formation parce qu'effectivement je me suis démerdé comme j'ai pu. Alors je tremblais un peu quand même parce que malgré qu'on avait un émetteur de faible puissance, on portait quand même au moins 20 km. Donc ça faisait des gens qui écoutaient. Et voilà comment j'ai commencé en fait de faire de la technique. J'ai fait du pouce-disque, voilà. Pendant des années, j'ai des milliers d'heures de vol au compteur. Et ça, c'était en qualité de bénévole? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'étais étudiant à l'époque en plus, donc voilà. D'accord. Donc en fait, tu t'es retrouvé comme ça le jour où tu as décidé de commencer. Là, on peut dire que tu as commencé, quoi. Oui, j'ai commencé fort, oui. Et alors, du coup, je crois qu'après Comédia... Enfin, je réfléchis par rapport à la web radio aussi, puisque tu as continué en fait après. Il y a eu un décalage. Il y a eu un gros trou quand même, d'au moins 20 ans, si je ne m'abuse. Ah oui, quand même. Et puis après des circonstances un peu spéciales, je me suis dit la radio, c'est vraiment le truc que j'aime faire. Et à ce moment-là, est apparu le phénomène des web radios qu'on pouvait faire de chez soi. Avec très peu de matériel en fin de compte, et puis je me suis dit je vais en créer une. Donc j'ai créé ma web radio qui émet toujours, et donc entre temps après j'ai découvert Westrack Radio, et puis je me suis dit tiens j'en ferai bien, débutante. Et je t'ai contacté, et puis voilà, de fil en aiguille on a constitué une équipe donc avec Laurent et puis Cyril, et puis on est arrivé à Je vous demande de vous arrêter, qui a évolué parce qu'au départ c'était une émission de speak, et puis en finale avec le Covid ça nous a donné l'occasion de nous diversifier, pour l'instant on ne peut plus aller en studio. On avait ça, donc on fait ça de chez nous depuis un bon bout de temps par Skype, et on a commencé à inviter des gens. Alors le premier par contre, c'était avant le Covid, c'était Castaldi père. Donc ça a été un grand moment parce que Jean-Pierre Castaldi, on l'a eu tout à fait par hasard, par Laurent aussi, et par un concours de circonstances. On avait trouillomètre à zéro parce que Jean-Pierre Castaldi, c'est Jean-Pierre Castaldi. Ouais, je me rappelle qu'il a fallu qu'on change les chaises du bureau. Voilà déjà. Chaise, il rentrait pas dans la chaise de. Et en fait, il s'est trouvé que Jean-Pierre Castaldi, c'est un mec génial. Mais génial. Il a été d'une gentillesse, d'une générosité avec nous peu commune. Tu sens que c'est le mec quand même, si tu lui dis un truc qui lui plaît pas. Oui, il va te retourner de mandale. Et donc on avait peur de ça quand même, un petit peu quand même. Donc on n'était pas très rassurés, mais en fin de compte, ça a été une émission super. Et en fait, ça nous a donné envie de continuer comme ça par la suite, quoi. Et à Jean-Pierre Castaldi, on aurait dû lui expliquer le principe de la lumière rouge, c'est-à-dire quand la lumière rouge est allumée, les micros sont allumés, donc il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Voilà, c'est un peu ça. Parce que bon, Jean-Pierre Castaldi, c'est un mec génial. Par contre, il est un tout petit peu gaffeur. Mais bon, voilà.
Bon, merci Alain. Alors, du coup, Comédia, ça s'est terminé quand, à peu près, cette aventure ? En 1989. D'accord, donc 81, 89. Ouais. 8 grosses années, 8 années très denses. Fournies, très très fournies. Ouais. Combien de personnes ont à peu près sillonné Comédia ? Une cinquantaine. Une cinquantaine. Près, ouais. Le fait d'être à Saint-Martin-du-Manoir, c'était pas un handicap à l'époque ? Non, pour pas vraiment. Avoir des bénévoles ? Pas vraiment, au contraire, le cadre était très agréable. Ok. Ah oui. Puis il n'y avait pas de couvre-feu, du coup on pouvait passer la nuit dans la ferme. On pouvait entendre les moutons. Ah oui, d'accord. Oui. Au petit matin. Voilà. Notamment dans l'émission Week-end. Ouais, tout Fenêtre ouverte. Puis les chèvres aussi. Les chèvres. Tout. Vous n'avez pas eu une histoire avec Laurent Ruquier, vous aussi ? J'ai l'impression qu'il a fait plein de trucs au Laurent, niveau il a fait un peu toutes les radios à Vresse. Laurent, issu de, si je m'abuse, de Force 7. Force 7. Est Avant venu de rejoindre, déposer une maquette chez nous. Ouais. Et puis à l'époque, l'humour qu'il proférait était un peu, ressemblait à l'humour qu'il profère aujourd'hui dans les grosses têtes. Non, c'était nettement inférieur. Il s'est amélioré. Inférieur. Et bon, on lui a dit non, finalement, on va change de métier, non ? Ouais, c'est ça. Chercher l'erreur. Non, mais c'est vrai que, c'est une boutade sur Laurent Ruquier, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a sillonné, ou en tout cas, il a tapé à la porte de beaucoup de radios havraise, comme quoi c'était aussi quelqu'un qui était passionné, qui se destinait. Et il y a quelques radios qui ont dit non, nous on a vu débarquer ce jeune, on le sentait pas, un peu comme ce que vous nous dites là, mais voir. Oui, c'est ça, ouais. Mais bon. On n'appréciait pas l'humour qu'il avait à l'époque, si tu veux. D'accord. Voilà. Et alors vous, votre force Comédia, en plus d'irradier un peu sur la partie plus campagne. Ce qu'on entend là dans notre générique d'émission, je sais pas si vous avez fait attention, mais sur les conditions qu'il fallait réunir pour créer une radio dans les années 80, à savoir un rayon d'émission de 5 km, pas faire de la pub. C'était vraiment ça à l'époque ? C'était un peu de la théorie. C'était un peu de la théorie parce que vraiment personne ne respectait ça. Hein. C'est-à-dire il y avait vraiment ces règles-là, mais tout le monde faisait un peu... Tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ah, ouais. Parce que même, je crois que sur l'attribution des fréquences, ou en tout cas qui se plaçait où, ça a été un petit peu anarchique au début. Alors au début, c'était anarchique. Hein. On se plaçait où il y avait un creux, où on n'était pas trop perturbé par les stations adjacentes, et puis on y allait comme ça. Après, les autorités donc nous ont donné une fréquence qu'on devait respecter, bien sûr. D'autorité, tout à fait. Qu'on appelait la haute autorité CNCL. CNCL, qui est devenu le CSA du coup depuis. Voilà. Qu'on salue, qu'on embrasse, qui sont partenaires de la fête de la radio. Voilà. Bien évidemment. Tout à fait. Avec 100 watts de puissance rayonnée. Oui. Donc, qui était loin de... Théoriquement. Théoriquement. Ok. Il y a prescription. Oui. Alors, ce qu'il faut dire aussi chez nous, mais je ne sais pas si tu vas aborder le sujet, c'est que toute l'équipe des 50 personnes, il y avait des gens qui étaient spécialisés dans l'animation, même si au tout début, ils connaissaient rien en animation, mais ils s'y sont mis vite fait, comme Alain. Et il y avait aussi des personnes qui étaient spécialisées dans la partie technique. Mais quand je dis technique, ça va des pylônes comment dirais-je, au béton, pour créer vraiment le studio, pour monter les structures. On avait un peu de tout, c'était une somme de compétences. Et alors je crois que votre force aussi, c'est que vous étiez des bidouilleurs. Ah, tout à fait. Et vous avez fait, je dirais pas inventer, mais en tout cas presque, vous avez déployé des systèmes un peu innovants pour l'époque pour pouvoir faire de la radio tout terrain. C'est ça, voilà. On peut parler notamment de cette histoire de Deschazos. Oui, Deschazos, où bien sûr tous les matchs de Deschazos, oui, d'ailleurs quand Duhac, bien évidemment, était ailleurs, se faisait tout d'abord avec des journalistes professionnels qui avaient une tribune de presse. Et puis nous, on avait fait des demandes. En tant que petite radio locale, le club vous répondait même pas. Oui, et on s'est dit c'est toujours le cas. Oui. Voilà, petit peu au passage. Et on s'est dit allez, on va passer outre. On va retransmettre les matchs du HAC en direct du HAC. Donc on avait un système technique d'un de nos collègues, Jean-Luc, qui était un excellent commentateur sportif, qui débarquait parmi
parmi les spectateurs. Hein, qui payait sa place. Avec son petit sac. Avec son petit sac bourré de matériel. Et à l'époque, on faisait pas une fouille approfondie des sacs comme. Heureusement, parce que là. Ça serait fait pincer grave. Ça serait fait pincer grave. Et donc, il déployait son sac, il mettait son casque, il prenait son micro, aux grandes dames des gens qui étaient autour de lui, qui se demandaient ce qui se passait, et il passait à l'antenne grâce à des systèmes de relais intermédiaires. Et ça s'est déroulé durant combien de temps? 2 ans, ça. Ouais, alors ce qu'il faut que tu précises, c'était conception maison. Hein. Ah, c'était conception maison. Oui. Hein. Donc vous faisiez un quasi-duplex du stade des Chazeaux vers le studio de Saint-Martin-du-Manoir. C'est ça, voilà. Sans accréditation officielle. Sans accréditation. Jusqu'au jour où Jean-Pierre Hureau, le président de l'époque, était invité dans nos studios, donc il a passé 1 heure au micro à expliquer tout un tas de choses. Et à la sortie, il m'a apostrophé, puis il m'a dit « Maintenant, j'aimerais bien que vous m'expliquiez comment vous faites pour retransmettre les matchs du HAC, alors que vous n'êtes pas accrédité. » Alors, je lui ai expliqué la technique, tout ce qu'on faisait. Et de là, il m'a dit un chapeau. Hein. Surtout que votre commentateur, il est meilleur que certains professionnels. Est-ce que ça vous a permis d'avoir accès à la tribune presse après? Oui. 1 semaine après, on avait notre accès à tribune presse. Bravo. Voilà. Et moi, j'accompagnais Jean-Luc avec la fameuse mallette, avec un mixette à l'intérieur. Donc on faisait les directs ensemble. Parce que nous, vous avez vu, hein, maintenant, c'est assez simple. Hein. Ça a beaucoup changé, si tu veux. Hein. C'est un peu moins discret à transporter pour aller voir un match, quoi, notre matériel. Oui, on peut faire plus léger. On peut mettre un gros sac, hein, si tu veux. Il y a eu aussi un temps assez fort sur l'antenne de Comédia qui s'est renouvelé plusieurs fois. C'était les directs du festival de Deauville. Oui, festival de Deauville et festival de Cannes aussi. Mais à Deauville, on a eu la possibilité, grâce à Gérard, qui est plus de ce monde maintenant, mais qui a réussi à avoir le studio de son boss, quoi. Un studio qui était à Deauville, à proximité du festival, et on était en direct tous les jours de Deauville. Alors, je pense pour les non-initiés, ça peut paraître simple. Nous, en 2021, c'est pas très compliqué grâce à Internet. Comment on faisait une communication à distance d'un signal audio de bonne qualité dans les années 80 ? Par la ligne téléphonique, hein, tout simplement. Comme c'était de la voix, il n'y avait pas besoin d'une grande qualité, mais on essayait d'optimiser au maximum. Et on avait une ligne téléphonique, et par moment, on a eu même une ligne spécialisée. Ah, vous commandiez une ligne téléphonique à chaque fois que vous vouliez faire ? Il n'y avait pas des histoires de piratage de lignes téléphoniques ? Non, on n'a pas eu ça. Ah bon ? Je croyais que... on n'a pas eu ça, non. Okay, avec des pinces crocodiles, tout ça, non. D'accord, ok. Ah oui, les pinces crocodiles, mais ça, c'était différent. Non, mais se brancher sur des cabines téléphoniques. Oui, c'est ça. D'accord, okay. Ça, c'est quand on faisait des retransmissions sportives. D'accord. Du hack basket. Et en particulier, je me souviens de ça, où il fallait retransmettre d'une salle, je me souviens plus laquelle. Et il y avait une cabine téléphonique à proximité. On montait sur le toit de la cabine téléphonique avec 2 pinces croco. On accrochait les fils téléphone et on était en direct. Et ça, c'était pas du piratage ? Si, c'était. Ah oui, d'accord, ok. Je te le promets, c'était du piratage. On le ferait plus maintenant, c'est plus possible. Je crois qu'il faut quand même préciser que Comédia, c'était la plus belle bande de bidouilleurs, je pense, qui était sur la place, hein, et de loin. Tout à fait. Mais on faisait même des retransmissions assez loin, hein, des retransmissions de ponton de mer pour des événements sportifs. Alain, tu faisais pas carrément des retransmissions aux États-Unis, toi ? Si, on a eu un jour une retransmission en direct de Dallas. Paris pour être précis, mais la ville de Paris à côté de Dallas. Paris c'est à côté de Dallas. Dallas, c'est plus visible. Donc moi j'avais un copain qui était là-bas, qui vivait là-bas à l'époque, et on a retransmis le copain de Dallas, directement. Donc ce qui était un exploit quand même, et on l'a fait avec les moyens du bord. Et le son était tellement bon que les gens se sont posé la question, est-ce que c'était vrai ? Oui. Ils se sont demandé, les gens, si le gars était pas en studio. Or, il était vraiment à Dallas, à 8000 km de là, et une retransmission, une ligne, mais nickel.
Et on a fait ça avec les moyens du bord, mais franchement avec les moyens du bord. Et alors comment on faisait fonctionner une radio comme ça à l'époque, à savoir début 81, pas trop le droit de faire de la pub, les subventions c'était je pense encore un peu compliqué. Ouais, au début on a eu une subvention d'État, mais on s'est vite rendu compte que c'était insuffisant, quoi. Hein, donc après il a fallu se tourner vers de l'animation et de la publicité, même si on n'avait pas le droit. D'accord. Ça il faut être clair, hein. Oui. Alors on faisait beaucoup d'animations, des organisations de spectacles, des concerts, des choses comme ça. Oui, parce qu'on peut l'entendre dans le montage qu'on a fait. Il y avait quelques artistes qui vous ont aussi fait des jingles. J'imagine que c'est des artistes que vous avez au moins interviewés, voire fait jouer carrément. Ah oui, tout à fait. Alors il faut dire une chose, c'est que la radio à l'époque ça coûtait plus cher que maintenant. Enfin, en consommable. Je parle en consommable. Parce qu'il fallait acheter des bandes magnétiques, des cassettes, le magnétophone auto-reverse qui passait de la musique la nuit, il fallait changer les têtes de lecture tous les 6 mois parce qu'elles étaient mortes. Il fallait changer les diamants des tourne-disques tous les... À chaque fois qu'un DJ, à chaque fois que Manu passait dessus. Non, parce qu'ils étaient extrêmement solides. Okay. On a eu pire que Manu. Hein. Oui, on a eu bien pire. Et donc ça coûtait très cher en consommable tout ça parce que les diamants c'était des diamants Shure professionnels, ça coûtait un bras. La bande magnétique ça coûte un bras. Les têtes de lecture ça donc coûte il fallait un en bras, faire des balles et des soirées d'animation. Voilà. Oui. On a fait pas mal de concerts, particulièrement dans le domaine antillais. On a fait venir Cassa, des gens comme ça. Enfin. Parce que vous aviez un créneau, une émission antillaise sur une l'antenne. Très très grosse émission antillaise qui était écoutée par toute la communauté antillaise de la région, qui avait un succès énorme. D'accord. Et vous avez aussi aidé d'autres radios à se développer. Oui, alors dans le cadre d'une radio, disons, éphémère, on nous avait demandé, le comité des fêtes de la ville de Bolbec nous avait demandé de créer une radio pour la Saint-Laurent. Parce qu'il y avait un projet de radio à Bolbec à cette qui époque-là. s'appelait Résonance. Hein, je connaissais bien Francis. Francis Delafosse. Le président. Et donc, ils n'avaient pas démarré au bout de 3-4 ans de subventions que la mairie leur octroyait. Et puis, nous, on nous a proposé un contrat d'animer pendant un week-end à l'occasion de la Saint-Laurent, Bolbec. Donc, il y a un peu la fête où il y avait un ballon qui s'envolait et tout à Bolbec, je me souviens. D'y implanter un émetteur. Et puis d'être en direct de la ville de Bolbec, de faire des jeux dans la ville, en direct sur ce petit émetteur qui arrosait Bolbec et sa région. Et puis le maire, voyant ce qu'on pouvait faire, nous, en radio éphémère, il a pris à partie Francis en lui disant écoute, là, tu démarres dans un mois, sinon on coupe les vivres. Hein. Voilà. Donc Francis m'a remercié aussi, nous a remercié de lui avoir mis un peu le pied à l'étrier. Et donc c'est comme ça que Résonance est né à Bolbec. Tout à fait. Et après a déménagé à Fécamp. Ouais. Et il y a peu de temps, il y a finalement 2 ans maintenant, a revendu à Tendance Ouest. Donc Tendance c'est devenu Tendance Ouest. C'est à cause de vous, grâce à vous, je ne sais pas. Non, on a donné un petit coup de pouce. Voilà. Alors, on arrive tranquillement vers la fin de cette interview. Déjà ? Bah ouais, mais justement, c'est le moment de parler aussi des moments marquants, des anecdotes. Est-ce que vous avez des choses comme ça, vous, qui vous ont particulièrement marqué ? Alors, Alain, hormis ta première arrivée à Comédia, est-ce qu'il y a vraiment des événements durant cette période qui reste gravé, quoi. Il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Mettez en commun, voir si c'est les mêmes, ça serait rigolo. Alors là, moi je me souviens un jour. Alors on avait un petit jeune
qui était un mec en radio. Il touchait sa bille. Ça a été le meilleur, à mon avis, ça a été le meilleur qu'on ait eu. C'était Richard Le Boulanger, qui se faisait appeler Richard Kaufman à l'époque parce que ça faisait bien, et qui continue lui ses carrières sur un réseau FM. Et un jour, il a invité Bibi Flash. Alors Bibi Flash, je pense que ça ne dit rien à personne. Moi, j'ai vu ça dans les jingles que vous m'avez fournis, voilà. Mais je sais même pas qui c'est. Bibi Flash, elle a fait un titre, mais alors il est passé. Mais alors il a été repris d'ailleurs sur une publicité il y a quelques temps. Hein. Ah oui. Ouais. Et alors Bibi Flash était une nénette. Alors elle était en mini jupe et tout ça. C'était une belle pépette et tout. Et alors elle se pointe au studio comme ça, mais alors au débeauté avec son producteur. Et puis à ce moment-là, il y avait Richard qui était là, qui faisait une émission avec son pote Laurent. Et il a fallu qu'il l'interviewe. Ils sont pointés comme ça parce que quelquefois il y a des producteurs qui venaient avec des vedettes en lancement et ils se présentaient dans les studios, et comme on faisait tous à peu près du pouce-disque, enfin dans la journée en tout cas, donc ils se pointaient comme ça au débeauté, puis pof, on interviewait parce que ça se passait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas d'interview de Calais. Non, t'as des gens qui arrivent comme ça dans le studio. C'était au débeauté. Et mon Richard, qui avait 13 ou 14 ans à l'époque, il n'était pas vieux, et ben il s'est pas dégonflé, il y a été de son interview avec Bibi Flash. Il connaissait. Oui, bien sûr, parce qu'on passait ça nous aussi à longueur de journée, comme pour faire comme tout le monde. Hein. Et donc, il s'est pas démonté, il a fait son interview comme ça, les doigts dans le nez. Hein. Donc ça, je m'en souviendrai toujours de ça. Moi, je crois que beaucoup d'animateurs, d'ailleurs, ont été dans ce genre de situation où on les a mis devant le fait accompli, tu vois. Pour l'interview de Bibi Flash, il y a eu d'autres passages comme ça où les gens qui n'avaient pas trop de connaissances dans l'animation ont été mis devant le fait accompli, on leur a tendu le micro et vas-y, débrouille-toi. Alors, il y avait un autre truc génial. On avait un animateur, il passait le vendredi à 16h, hein, tu sais qui c'est Laurent. Et Laurent faisait le hit parade. Alors ça y allait, il y avait l'écho, il y avait tout ce qu'il fallait, ça pétait, tout ça. Et alors le même Laurent, le lendemain, à 8h, je crois, 9h. À 9h du matin, faisait une émission de musique classique, Musique Chantilly, qui présentait comme le hit parade. Alors c'était absolument fabuleux. C'était extraordinaire. C'était décalé. Il avait tendance à parler un peu trop vite pour passer. Oui, donc ça faisait un peu hit parade, mais sur la musique classique, c'était très amusant. Moi, alors, citons ainsi une particularité, c'est qu'à l'époque, on faisait de l'accordéon. Du musette le dimanche soir, et les deux personnes qui géraient cette émission-là, Francis et Josiane, m'ont posé la question, est-ce qu'il ne serait pas possible d'animer cette émission-là en direct de nos auditeurs? Et on l'a fait. Certains dimanches, pas tous les dimanches, hein, on proposait aux auditeurs de venir avec notre studio. Et puis, ils offraient le café, le chocolat et les croissants chauds. Et en direct de chez eux, on faisait l'émission. Et ils jouaient vraiment ou c'était des disques? Non, c'était des disques. Eux, ils nous proposaient, ils nous disaient, tiens, j'aimerais bien entendre Verschuren. Bon, voilà, ça se passait comme ça. Et c'est une émission qui a eu beaucoup de succès. On était les seuls à en passer, hein, donc personne ne faisait ça. Hein. Alors, j'ai eu des cassettes de Radio Mélodie Bonheur à l'époque, il y avait beaucoup d'accordéons. Je me souviens pas. Mélodie Bonheur, non. Bon, j'écoutais pas non plus. Si non, mais j'écoutais pas non plus, mais bon. Et pour revenir à Baby Flash, moi je me souviens quand elle était venue au studio, j'avais prêté mon casque à l'époque parce qu'on était trop juste. Et pendant 15 jours, j'avais son parfum. Tenace. Oui. Et il l'a mis sous globe après. Il l'a mis sous globe. Oui. Il allait sentir tous les soirs. Eh bien, on se calme, messieurs, on se calme. Et alors, on en arrive à 89, c'est la fin de Comédia. C'est la fin de Comédia. C'était une décision dure à prendre ou c'était la fin d'un cycle? Dure à prendre, hein, pour certaines conditions. D'abord parce que l'équipe dirigeante avait un choix à faire, c'est-à-dire soit sauter le pas, devenir professionnel. Or, tous, on avait un job en dehors, bien sûr. Et on voulait pas quitter notre job qui commençait à bien
a bien marché, quoi, si tu veux. Donc, on a décidé d'arrêter. Voilà. D'accord. Et comment ça se passe, la fin d'une radio? Parce que 89.6, c'est devenu Skyrock. Oui, après, des réseaux nous contactent et puis nous font des propositions. Voilà. D'accord. Donc, en fait, vous avez eu des discussions avec Skyrock à l'époque. C'est ça, voilà. Parce qu'on on revend pas une fréquence, puisque ça se revend. D'accord. Et il y en a au Havre qui se sont très bien vendus. Oui, tout à fait. Tu veux balancer, Alain? Mais nous, non. Parce que non. Parce que c'est vrai que, en fait, si on fait un peu de sociologie de cette époque des radios, 81, il y a eu une libéralisation et une totale liberté des ondes, et il y a plein de radios qui se sont créées. Ça a été un vent de liberté assez incroyable, mais on voit bien que quand même, dès le milieu des années 80 et la fin des années 80, enfin vers 88-89, l'exemple de Comédia, c'est l'apparition des réseaux. C'est l'apparition des radios qui se grignotent. Donc l'arrivée de Énergie, premier réseau. Voilà, c'est ça. Skyrock, Fun Radio et autres. Et en fait, comme ça, plein de radios ils sont très locales. Gourmands, très gourmands. Et plein de radios locales se sont fait grignoter par des réseaux qui maintenant sont devenus des réseaux monopolistiques. Des gros groupes de presse qui... attaqué très fort. Moi, je peux raconter un truc. Allez. C'est un matin, j'étais à la radio, en studio. Il y a un type qui se pointe, groupe Philippe Aki, bonjour. Voilà, je suis venu racheter votre radio. Ah ouais. C'était quoi, groupe Philippe Aki à l'époque? C'était Skyrock. D'accord. C'était Skyrock. Alors c'était avant que ça soit repris et que ça devienne Skyrock. Mais déjà à l'époque, je crois que c'était 3 ans avant. Et ça devait être en 86. Et le mec se pointe, il était en costard cravate et il nous dit comme ça, ouais, j'étais en congrès à Deauville, mais je m'en kikinais. Donc voilà, je suis venu vous voir, j'ai envie de vous racheter. Voilà, Franco. Ok. Et je vous dirai pas le prix qu'il a proposé. Bah si, j'aurais bien aimé. Non. C'était 80 briques à l'époque. Ouais, 80 briques. Toi, j'en suis en plus. Et c'est une rigolade parce que on peut dire, mais là on donnera pas de nom. Il y a une radio en particulier qui a été vendue beaucoup plus cher que ça. Beaucoup plus cher que ça. Voilà. Et cela ne nous regarde pas. Je ne veux pas finir sur une note forcément négative sur l'histoire des radios libres, mais effectivement, il y a ça dans le spectre. C'est-à-dire que on a libéralisé les ondes au début des années 80. Les privés sont restés un peu sages sur une période et ont finalement réussi à grignoter un petit peu toutes les miettes du gâteau au fil des années, ce qui fait que des radios de cette période, des radios libres des années 80, il en reste finalement très très peu, et ce n'est pas que le cas du Havre. Nous, il nous en reste quand même sur le territoire, notamment Albatros, qui existe un petit peu plus tard, qui arrive à la fin des années 80, et RVL aussi, qu'on recevra vendredi. Parce qu'ils sont restés associatifs. Oui, et puis je pense qu'il y a toute une histoire assez militante autour d'RVL dont on aura l'occasion de parler vendredi, mais effectivement, on ne parle que de radios qui ont malheureusement disparu de nos jours. Mais voilà, c'était la fête de la radio, c'était la bonne occasion de rendre en tout cas un hommage aux radios dont on est les héritiers, même s'il n'y a pas forcément de lien direct, puisque à part Alain qui a officié dans les années 80 dans notre équipe, il n'y a pas forcément des gens qui ont connu ces périodes-là, mais bon, sans ces radios libres du début des années 80, Westrack ne serait peut-être pas là aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Mais en tout cas, on peut dire un truc, c'est qu'on s'est bien marré quand même. Oui, tout à fait, on a passé les bons moments. Et puis on fait revivre aussi la mémoire de la radio via la page Facebook. Oui, tout à fait. Il y a une page Facebook, donc Comédia FM. FM. C'était Comédia FM, pas Comédia tout court. Oui, d'accord, ok, c'était Comédia FM. Ok, désolé. Désolé pour le PowerPoint. Et donc, effectivement, il y a cette page Facebook dans laquelle on peut retrouver des archives d'émissions. Des archives, d'autres vont venir encore. J'attends justement parler du président Huro pour le hack. On a l'émission, bientôt en ligne peut-être. Je compte sur toi, Christian. Et oui, beaucoup d'archives, d'autres encore en cours de numérisation. Une page créée en 2016 déjà, janvier 2016. J'ai associé Alain. Et puis Yannick, il n'est pas présent. On lui fait un coucou, on pense à lui très fort en ce moment. Et beaucoup de vidéos.
pas tous, puisque certaines sont coupées pour des droits d'auteur, donc n'apparaissent pas sur le public. Mais on voit Philippe Risoli quand même. Oui, entre autres. Voilà. C'est celle que j'ai vue. Risoli, Patrick Sabatier, tous ces gens qu'on a Les reçus. vedettes de l'époque. Ouais, les vedettes de l'époque. Eh ben, Emmanuel Renaud, merci beaucoup. Alain Pimoul, merci beaucoup. Dominique Brûlé, À bientôt. merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait. En tout cas, ça avait l'air d'être une belle aventure où vous êtes bien marrés. Et ça, c'est l'essentiel. Merci Westrack. Merci à toi, Mathieu. Longue vie à Westrack. On espère, on espère. On va faire une nouvelle pause musicale avec Blue Peony qui nous fait l'honneur d'être présente avec nous ce soir, qui va nous interpréter encore un titre avant que nous la recevions en interview. Et puis, on conclura cette émission juste après avec un concert un petit peu plus conséquent de Blue Peony d'une bonne vingtaine de minutes. Et ben, je vous remercie encore tous les trois. Et Fanny, est-ce que tu es prête? Oui. Et ben, je te laisse la parole. Together we hesitate about us, then we choose to try just to see. Together we hesitate about us, then we choose to try. Questions around my head, questions around my heart, so near to me, close to you, we could hold on to it. Probably believing in a thing. Oh, we can't explain how to feel alive. Like this, I mean, in a perfect way. No, together we hesitate about us, and we choose to try just to see. Together we hesitate about us, and we choose to try. Temptation is so high, attracted by other guys, but I know you feel the same for girls whose love is safe, so near to me, close to you, we could hold on to this. Probably believing in a thing. Oh, we can't explain how to feel alive, how to stand like this in a perfect way. No, together we hesitate about us, then we choose to try just to see. Together we hesitate about us, then we choose to try. Oh yeah, comédien.
bien, c'est super. Vous pouvez préparer, si vous le voulez chez vous, des pistolets, si vous voulez vous tuer immédiatement, pour ne pas suivre ce moment assez historique, il faut le dire, à garder dans les bobines. Mais où s'arrêteront-ils pour satisfaire le bonheur des auditeurs? Bonsoir à tous. Hein? On est reparti? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour notre chère radio? Radio Mélodie Bonheur cessera ses émissions ce soir à minuit. Concert au Centre culturel de Sainte-Adresse avec le violoniste Jean-Yves Métayer et la pianiste Maria Rantanen-Marouani le 5 juillet à 21h. Tout le monde s'éclate. Vous êtes toujours sur West Track Radio en direct de la Cité Numérique pour la fête de la radio. Blue Peony vient d'arriver avec nous autour de la table. Et pour en apprendre davantage sur son travail, eh bien, je laisse Lucie prendre le relais. Blue Peony, bonsoir. Bonsoir. On se connaît un petit peu parce que je t'ai accueilli le 12 avril dernier au studio pour parler un petit peu du projet et présenter aux auditeurs ce projet. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette interview, je vous invite à aller la voir. Et puis en quelques mots, Blue Peony, c'est une mélodie envoûtante avec beaucoup de douceur comme on vient de le voir déjà après plusieurs chansons. Alors déjà, comment ça va Blue Peony ce soir? Très bien, très bien, très bien. Durant cette interview, on avait parlé de projets futurs comme de concerts. Ce soir, on y est, enfin, un concert. C'est quoi ton ressenti de pouvoir enfin te produire? C'est nouveau, je dirais, parce que j'ai pas fait tant de dates que ça, ou alors pas sous le projet Blue Peony. Donc c'est quand même nouveau, encore plus nouveau avec le format radio. Mais c'est cool, c'est sympa. Et puis là, comme il y a un petit peu de public, on va dire que ça fait une bonne transition entre le rien et du public, du coup. Donc c'est sympa. Ouais. Justement, on en avait parlé entre la composition et le live. Ce qui t'intéressait le plus, c'était vraiment ce côté composition, recherche, maquette. Alors, qu'est-ce que tu en penses, du coup, de pouvoir enfin te produire? C'est quelque chose qui te plaît, finalement? Oui, carrément. Et puis, c'est surtout que, étant donné que je suis accompagnée aussi par le Tetris, ça m'aide aussi par ce suivi à me donner en fait des pistes de travail grâce au live et qui va en fait interférer sur ma façon de composer aussi. Donc oui, ça en fait ça a tout intérêt et plus ça va et plus je me rends compte que le live, faut pas en faire toute une montagne comme je pouvais en faire et en fait c'est justement l'occasion même de continuer à travailler sur son projet, de travailler autrement que juste enfermé dans sa chambre, voilà. Justement, toute une montagne, tu as l'air très à l'aise. Est-ce que tu es vraiment à l'aise ou c'est juste une impression que tu nous donnes comme ça? J'ai bien travaillé, donc c'est bon signe. Mais après, bon, il y a toujours l'appréhension, mais plus ça va et plus j'arrive en fait à transformer ce petit stress en quelque chose de positif, donc c'est plutôt bon signe, je pense. Et avec le Tetris, qu'est-ce que tu fais précisément? Alors c'est quand même assez frais et assez nouveau, mais c'est surtout en fait d'avoir des personnes à mon écoute pour pouvoir me proposer des temps comme aujourd'hui par exemple aussi, et puis voilà en fait m'écouter et puis avoir un regard bienveillant et des conseils sur ce que je propose. Donc après c'est aussi l'avenir qui verra s'il y a d'autres opportunités, voilà, en fait, c'est l'avenir qui dira. Mais pour le moment, pour moi, le plus important, grâce au Tetris et à Suivi, c'est vraiment l'écoute et les bons conseils pour me lancer et garder une dynamique, surtout dans le projet, et pas stagner, quoi. Le projet, justement, il débute. Qu'est-ce qui inspire Blue Peony? C'est quoi qui inspire tes compositions? Alors, ça sera un peu la même réponse que l'autre fois, mais je dirais la vie, ouais, voilà. En fait, ça peut être un petit détail, quelque chose de tout simple, comme plus un sentiment général. Donc j'ai un morceau que je vais interpréter tout à l'heure qui est vraiment sur le moment très précis de quand, après une soirée au restaurant par exemple, on rentre chez soi tout seul dans la nuit, que c'est calme, que c'est paisible. On a moins eu l'occasion de le vivre là dernièrement, mais ça reste un moment qui est plutôt sympa. Ou des choses très larges comme l'amour, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des maquettes prochainement à se rajouter sur le SoundCloud? Oui, bah alors justement, il y en a une que j'ai pu travailler dans les studios du Tetris, donc c'est en cours. Et après, d'autres maquettes à venir, mais il n'y a pas de deadline, pas de créneau de prévu. Il y a un petit quelque chose qui se prépare avec Start & Go Normandie, que tu as publié sur ton Instagram, je me trompe?
Il y a plusieurs formations en fait qu'on suit tout au long. Donc là, on va dire qu'il y a rien de précis qui se prépare, mais par contre, il y a d'autres temps de formation qui vont venir, ça c'est certain. Là, j'ai suivi dernièrement une formation grâce au phare du coup qui est situé sur Caen, une formation sur tout ce qui est mixage, arrangement, composition, etc. Donc voilà, il y a des choses qui continuent en fait à se mettre en œuvre, mais rien de très précis à venir. D'accord, mais tout ça, ça t'aide à concrétiser justement le projet. Exactement, oui. Et tu utilises quand même un peu sur Instagram, c'est pour ça que j'ai vu ça sur Instagram. Oui, c'est ça. En fait, j'utilise beaucoup les réseaux pour partager la moindre petite info, le moindre petit truc. Et puis, c'est quelque chose que je fais pas assez, mais que je tends à travailler, on va dire, sur le côté communication, réseaux sociaux. C'est plutôt l'aspect backstage, en fait, dans tout ça, parce que au moment de me lancer, en fait, dans le projet, souvent, on arrive sur des pages de comptes qui sont tout beaux, tout propres, tout est nickel, et on se dit, mais mince, ça a l'air trop facile, quoi. Et j'aimerais bien montrer un peu plus l'aspect backstage, mais voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien plus faire sur les réseaux et avoir les coulisses de toute la création d'un projet, d'une identité artistique. On en avait parlé justement dans l'interview de tout ce côté, le personnage Blue Peony que tu veux représenter avec des photos, etc., justement sur Instagram. C'est ça, oui. Alors du coup, est-ce qu'il y a des projets à venir peut-être cet été depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés Alors je suis en train de réfléchir et de retravailler sur toute ma version live en fait. Donc jusqu'à présent j'étais vraiment toute seule sur scène et je me pose encore la question sur est-ce que pourquoi pas développer vers un projet plus de groupe ou plutôt avoir une sorte de bande son avec juste ma voix posée dessus. Donc là je dirais que le gros chantier de cet été ça va vraiment être le travail sur ma composition live là-dessus. Et ça commence aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Alors, on invite nos auditeurs à aller voir donc cette pastille pour découvrir encore plus ton monde. Puis, on va te laisser du coup reprendre le micro pour la suite du live. Super, merci. Merci. Merci Lucie. Cette pastille est disponible du coup sur notre site west-track.com où vous pouvez retrouver tous les podcasts aussi de cette fête de la radio. Alors le temps que Blue Peony prenne place, je vous rappelle qu'on fait un tirage au sort juste après le concert pour ceux et celles qui ont participé. Voilà, donc vous pouvez remporter des postes DAB+. Demain, on se donne rendez-vous ici au même endroit à la Cité Numérique à 17h. Un événement qui est toujours gratuit comme on a pu le rappeler dans cette émission. On parlera demain du Hangar 0, de la radio Force 7 et c'est l'artiste Marla Wallace qui jouera. En attendant, eh bien, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et je vous laisse avec Blue Peony. Today, what's up? It's been a long time, parties are fun, you changed so much. I can remember when we said goodbye, I don't give a fuck. My friend, I'm so happy cause you're here and nothing changed. Please tell it to people with who you hang out tonight. I enjoy my life with you by my side, like in a music box. Turn with joy, and under a street smile, share with your best. Nothing I'm so happy cause you're here and nothing changed. Please tell it to people with who you hang out tonight. I enjoy my life with you by my side. It's good to see you. See you someday. Bye bye.
by the face, carried by the heart. Has there be any left at the end? Don't need to have, 'cause even in the mist, the light will hit. I don't care if you're blind, the feeling is inside. I don't care if you're blind, the feeling is inside. I leave the moon in my hand, smooth, sweet, cold, catching the night by the fist, cherry by the heart. Cause there be any left at the end? Don't need to hurt, 'cause even in the mist, the light will hit. I don't care if you're blind, the feeling is inside. I don't care if you're blind, the feeling is inside. The feeling is inside. The feeling is inside. Merci. Sweet black night, no more fight, only softness. Sweet black night, you make me feel nicely alone, standing where usually there's grown, walking home. It's time to look around without feeling your body. Just on the pavement, maybe watch, but obviously not. Heaven is a city
so sexy tonight. Lights create shadows on your buildings. The wind in trees make you move. What a lovely dance. My my dear black night, I remember when you touch my soul. It's tender, I fall. My dear black night sings for look at me, just to be sure I'm fine. My dear black night, you're so sexy tonight. Lights create shadows on your buildings. The wind in trees make you move. What a lovely dance. By you. My dear sweet love. Et déjà pour le dernier morceau, ça sera une reprise d'un morceau que j'aime beaucoup, qui s'appelle UFO de Rue Royale.
Merci.